Ce texte est ma missive à Macron et à son gouvernement. Macron. À mon tour, je t'écris une lettre, que tu ne liras certainement pas, mais d'autres le feront et t'écriront peut-être à leur tour. Macron, je me permets de te tutoyer parce que, d'une part, j'ai tout juste l'âge d'être ta mère, et que ton immaturité politique, dont tu as dit haut et fort que tu l'as revendiquée, nous donne le droit de te parler comme à un mauvais élève. Je n'ai pas le talent d'une écrivaine, et on ne diffusera pas ma lettre sur les radios publiques. Peut-être aussi parce qu'elle sera beaucoup moins convenue. Mon papier à lettres sera moins raffiné, mais mon encre plus nourrie. Je ne vais pas me limiter à l'exercice de style. Ton Premier ministre, Édouard Philippe, a martelé: au moment où nous avons pris cette décision de confinement, il y avait moins de 8000 cas sur le territoire national et moins de 200 morts de la maladie. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Je te laisse apprécier la minoration de la situation par l'emploi de la formule « moins de ». Moins de 8000 cas, moins de 200 morts. Je te laisse aussi apprécier le fait que ton Premier ministre a limité cette interdiction de critiquer au seul confinement, et pas à la gestion globale de la crise sanitaire, qu'il sait très bien être désastreuse. Impératif, ton Premier ministre, mais prudent tout de même. Signalons juste que l'Italie avait déjà sonné l'alarme, ainsi que les autorités de santé des États-Unis, quand la France a accepté de laisser, le 26 février, entrer 3000 supporters italiens pour un match de foot à Dessines, dans la banlieue de Lyon. Pourtant, 3 députés En Marche avaient demandé au ministre de la Santé, Olivier Véran, d'être prudent et de ne pas le faire. Demande à laquelle ton ministre a répondu nonchalamment qu'il n'y avait pas de malades dans la zone italienne d'où venaient ses supporters, ce qui était faux. Mais le ministre s'était-il renseigné autrement qu'en ce qui concernait les enjeux financiers? Je te rappelle que l'Italie était un foyer de contagion facile à observer et que les constats y étaient terribles. L'Italie a décrété le confinement le 9 mars et l'a appliqué le 11. Quand l'Italie alertait ses voisins et leur disait de protéger leur peuple, toi, tu fanfaronnais encore, genre, nous en France, même pas peur. Le lendemain, tu nous faisais un si beau discours qu'on aurait cru, dans tes derniers paragraphes, que tu t'étais inspiré du programme de la France insoumise. Pourtant, je m'étais demandé alors ce que tu entendais par gagner du temps, une expression que tu as répétée plusieurs fois. Le 17 mars, tu décrétais finalement le confinement pour la France. Et sans attendre, tu pointais du doigt ceux qui continuaient à dire, comme tu l'avais fait si peu de jours avant, même pas peur. Le 18 mars, les contraventions pleuvaient. Tu vois, Macron, avec ce discours du 12 mars, je m'étais dit que peut-être tu avais réalisé que ta politique n'était pas la bonne, qu'avoir tout fait pour donner le coup de grâce à nos services publics était une énorme erreur. Que veux-tu? Nous, on est du genre à donner leur chance aux mauvais élèves, à croire qu'un criminel peut se racheter. Rien de religieux là-dedans, hein? Non. Je ne parle pas de rédemption, mais de prise de conscience. Les gens comme moi, on a encore la naïveté de croire que lors d'une crise aussi terrible que celle que nous vivons, les priorités changent pour ceux qui nous dirigent. La priorité des priorités, pour nous, c'est la vie. C'est bête, hein? C'est la vie. La vie de toutes et tous, de ceux qui ont réussi, comme de ceux que tu appelles des riens. J'ai vite réalisé que rien n'avait changé sur l'échelle de tes priorités, dès le 18 mars, où 4100 contraventions étaient déjà dressées. Seulement 7 jours après que tu aies claironné que nous, les Français, nous continuerions à sortir, rire et danser, boire aux terrasses des cafés et se détendre au concert. C'est un peu facile de dire que les Français ne comprennent que par la punition. Tout ton règne n'est fait que de ça. Répression, punition. De temps en temps, toi et les tiens prononcez le mot pédagogie. La pédagogie, c'est l'art d'enseigner aux enfants. Dans les pensionnats du 19e siècle, la punition corporelle faisait partie de la pédagogie. Aurais-tu une nostalgie maladive de ce 19e siècle, que tu nous y ramènes de toutes les façons? Tu nous ramènes au 19e siècle, notamment par tes ordonnances,
qui rallongent le temps de travail et raccourcissent le temps des congés. D'autres que moi s'expriment sur le sujet, je ne le ferai donc pas. Quelle sera ta punition à toi, pour avoir tout négligé, tout détruit de notre pays, en ayant en ligne de mire que la bulle financière qui, pour toi, brille d'une lumière mystique? Nous le verrons plus tard. Mais punition il y aura. Attestation de déplacement dérogatoire. Mais qui a donc eu cette idée? Et pour quelles raisons réelles? Souvent, on ne réfléchit aux choses que lorsqu'on est confronté à une réalité précise. Il se trouve que les gendarmes m'ont contrôlé le 18 mars. À la télé, on donnait des informations contradictoires. Étonnant, non? Sur les sorties sportives ou dictées par le bien-être de nos animaux. Je demande alors à la jeune gendarmette qui regarde mon attestation si j'ai le droit d'aller me promener dans le bois près de chez moi. Je précise que c'est un bois où jamais on ne rencontre personne. Elle me répond, très affirmative, « Ah non, confinement total ». Bon, d'accord, c'est pour ma sécurité qu'elle me demande de ne pas aller marcher seule dans un bois désert. Pourquoi pas? Mais elle se ravise. Sauf si vous remplissez votre attestation. Là, vous avez le droit. Ah bon? Mon attestation va donc me protéger du virus. Comment dois-je l'utiliser? Comme masque peut-être, puisqu'on n'en trouve plus nulle part, et ce déjà depuis plusieurs semaines avant que toi, Macron, ne décide le confinement. Depuis, je remplis consciencieusement mon attestation, et avant de la plier dans ma poche, je lui glisse un petit mot. Je compte sur toi pour me protéger du virus, hein. Pour le moment, il semble que ça fonctionne. J'ai aucun symptôme de la maladie. Je dis bien il semble, puisqu'il est impossible d'être testé si l'on n'habite pas Marseille ou si on n'est pas déjà gravement malade. Alors je prends tout de même quelques précautions au supermarché. Je ne touche à rien sans avoir utilisé une lingette pour essuyer porte, poignée de chariot, portillon. J'ai toute confiance en la protection magique de l'attestation que ton gouvernement a étudiée à cet effet. Mais 2 précautions valent mieux qu'une, dit-on. Pour le moment, on ne constate pas de pénurie de lingettes. Ouf! Puisque l'attestation ne semble servir qu'à s'autoriser soi-même à un peu de liberté, sans aucun lien avec les dangers réels encourus par les risques d'infection, je ne lui vois qu'une utilité concrète, celle de remplir un peu les caisses de l'État, en pénalisant les gens qui ont le malheur de ne pas la remplir selon la vision qu'en a le policier qui contrôle, et surtout si vous avez une tête qui ne lui revient pas. Aux dernières nouvelles, j'ai lu que ta petite attestation t'avait rapporté plus de 30 millions d'euros. Pas mal. Mais tu aurais pu taper tes potes. Tu sais, ceux qui avaient en moins de 48 heures promis des 100 et 200 millions pour reconstruire Notre-Dame. Pour sauver la vie de millions de Français, ils peuvent faire un effort, non? Et puis s'ils ne le font pas de bonne grâce, tu as le pouvoir de leur en prendre une partie. Tu sais, ISF, CICE, flat tax, évasion fiscale. Ça frise les 100 milliards, là, non? Non, pas eux. Voyons, tu veux pas les déranger, ça se fait pas. Tu dis non? Ah bon. Tu veux bien t'expliquer sur le sujet? Lâcheté, sans doute. Finalement, Macron, pour un banquier, t'es un gagne petit. Du coup, ton ministre du budget, les yeux innocents et la bouche en cœur, a choisi de faire la manche, pour remplir un peu la cassette. On verra bien le résultat. En tout cas, pour ma part, je ne donnerai pas un centime. Je préfère aider concrètement des personnes autour de moi. Au moins, je sais à quoi servent mon temps et mon argent. Et nous voici justement à la question de l'entraide nationale. Je vais m'abstenir de disserter du manque de tout. Masques, tests, gants et blouses pour le personnel soignant, protection pour les personnes qui travaillent, besoin des hôpitaux et des EHPAD. Même en admettant qu'on ne pouvait pas prévoir une épidémie, ce que ça aussi je réfute, puisqu'une épidémie de grippe exceptionnellement grave est prévisible chaque hiver. Qu'as-tu fait depuis que Buzyn a prévenu que la crise allait être dévastatrice? Que fais-tu encore aujourd'hui? Des entreprises diverses se proposent de fabriquer des tests, des masques, des respirateurs, des bouteilles d'oxygène. Où en est-on? On ne sait pas. Véran donne des chiffres précis, mais sur des données de lieu et de temps, vagues ou inexistantes. J'ai regardé les infos au début, tu sais, BFM TV, LCI, CNews. Je ne le fais plus du tout. Je préfère en trouver les extraits informatifs sur Internet et le reste du temps, après avoir écouté et lu divers scientifiques, je regarde les chaînes musicales, documentalistes ou de cinéma. J'ai de la chance, moi j'y suis abonné. Pas tout le monde. Beaucoup de gens n'en ont pas les moyens. Quelques médias ont mis leur support gratuitement à la disposition de tous.
au moins le temps de la crise. Mais toi, Macron, n'était-ce pas ton rôle de demander la gratuité de tous les médias de divertissement et aussi de tous les articles publiés sur le net et qui concernent les informations sur le Covid-19 ? Il est inacceptable que des articles spécifiques à la crise dramatique que nous vivons soient réservés aux abonnés. Quand ce sont les barbiers ou les cimesses qui donnent leur avis, au lieu de nous montrer régulièrement une discussion respectueuse entre scientifiques d'opinions divergentes, comment se faire une opinion sur l'état des lieux à propos de la maladie, du virus et des solutions médicales à apporter? Que les éditorialistes restent confinés chez eux. Leur rôle n'est pas essentiel. En Creuse, depuis le lundi 30 mars, soit presque 2 semaines après le début du confinement, la gendarmerie a instauré un service aux personnes âgées et ou dépendantes pour les aider concrètement à faire leurs courses et pour les rassurer psychologiquement. Combien de départements en France ont fait de même ? Je n'en sais rien. Certaines mairies donnent un numéro de téléphone où s'adresser en cas de difficulté, d'autres non. On m'a rapporté qu'une mairie avait répondu « Ce n'est pas le rôle de la mairie » que d'aller faire des courses pour une personne de 84 ans non motorisée. C'est le rôle de qui alors ? Les associations font ce qu'elles peuvent, sans protection efficace. Les gens s'organisent entre eux avec parfois la peur d'être verbalisés qui prévaut sur la peur d'être contaminés. Cet état de fait est-il normal ? Quelles consignes ont donné les préfectures, mis à part de mettre le plus de prunes possible ? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. N'est-ce pas à ton gouvernement, Macron, de donner des ordres pour tisser un tissu d'aide officielle à travers tout le pays, par le biais des préfectures et des mairies ? Il y a un site internet, la belle affaire. Combien de personnes, et surtout parmi les plus vulnérables, n'y ont aucun accès ou ne sont pas à même de s'en servir utilement ? Où sont les numéros de téléphone locaux pour soutenir les personnes qui ne supportent pas la solitude du confinement, ou qui se trouvent piégées avec un mari violent, ou sous la domination d'un parent devenu fou par la charge supplémentaire due au confinement ? Appeler les secours est un parcours du combattant. Où sont les messages officiels encourageants, les appels à être attentifs à ses voisins, à ses proches, aux gens qui meurent dans la rue ? J'ai entendu 100 fois les consignes sur les gestes barrières. C'est le seul message récurrent sur les ondes, le seul et unique. La bataille contre le virus se résume-t-elle à ça ? Combien de suicidés ? Combien de morts par abandon total ? Combien de morts par violence domestique va-t-on déplorer à la fin du confinement et même ensuite ? Tu t'es posé la question, Macron ? Tu t'en fiches. Les personnes qui composent le peuple français ne sont que des fourmis. Il y a la cour de la reine et puis les autres. Ouvrières pour certaines, soldats pour d'autres, et inutiles pour le reste. Les ouvrières et les soldats se remplacent. Les inutiles sont inutiles, et elles peuvent bien disparaître. J'ai combattu de toutes mes forces une vision d'apparence complotiste, mais j'ai beau tout retourner dans tous les sens. J'en arrive toujours à la même conclusion. Macron, à la lumière de tout ce que ton gouvernement a fait et continue de faire contre les intérêts des personnes qui composent le peuple français, et à la lumière de tout ce qui devrait être fait et ne l'est pas pour le bien-être de ces mêmes personnes, il m'apparaît que la guerre que tu fais n'est pas du tout contre le virus, mais bel et bien contre le peuple de France. Nous voudrions pourtant tellement que tu nous prouves le contraire. Mais pour le moment, les riens qui vont mourir ne te saluent pas, Macron.